Il y a trois trucs. Tout premièrement, un dessin, je m'ennuyais. Je me suis dit, allez, aujourd'hui, hier j'ai fait un dragon, aujourd'hui je vais faire Hercule. Et donc je me suis inspiré de Patrick Grecque, et en mélangeant le style Patrick Grecque avec mon dessin, il se passait un truc qui m'a pas déplu. Je me suis dit tiens, j'aime bien ce dessin que j'ai fait, j'ai presque envie de redessiner le personnage, donc petit à petit je me disais peut-être faire un projet d'illustration autour d'Héraclès. Et là, du coup j'ai commencé à relire le mythe. Et c'est surtout ça qui finalement a décidé que ça devenait une BD, c'est que l'histoire, vraiment, je la trouvais géniale, avec énormément de choses, autant graphiques qu'au niveau vraiment de l'histoire, du fond, de la morale. Et donc du coup, coup de cœur là-dessus, je découvre à quel point j'y connais rien, et du coup à quel point personne n'y connaît rien, et je me dis il y a quelque chose à faire, personne l'a fait, c'est pour ça que j'y connais rien. Et du coup, je m'y suis lancé. Et du coup, c'était un peu aussi comme avoir un scénariste, puisque l'histoire existe, mais d'avoir quelque chose quand même de plus ouvert que l'adaptation d'un bouquin, ce qui me faisait un peu peur de mettre une BD d'après un bouquin très connu, c'est souvent extrêmement risqué. Je voulais pas commencer par ça. Donc voilà, ces trois trucs réunis, au final, ont fait que j'ai dit banco, montons le projet, voyons ce qu'en disent les éditeurs. Alors effectivement, peut-être que c'était un peu osé, j'ai l'impression que je vais m'en sortir parce que les 2/3 sont faits déjà. À la base, je voyais le projet encore plus long, puis au final en le pensant pour l'édition, quand même plus court, mais je tournais déjà dans ma tête autour de 400 pages. Après on avait réduit à 300, au final voilà, je me suis rendu compte que 450 allait être le chiffre parfait pour tout faire tenir. Mais ce qui a motivé un peu tout ça, c'était que j'avais envie d'un projet où je pouvais traiter les choses sur la longueur, pas forcément une histoire trop courte. Et ça m'intéressait d'être presque dans le format de la série ou du manga, de pouvoir vraiment passer très longtemps sur un personnage, sur une scène, etc. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je croyais et que l'histoire était bien plus remplie d'anecdotes et de petites choses où je voulais rien enlever. Et donc du coup, c'est devenu énorme. Mais voilà, je pense que je vais m'en sortir. C'est pas vraiment ce que je comptais faire en plus, c'est peut-être ce que je comptais faire en moins, c'est-à-dire finalement de pas changer l'histoire. C'est ça qui m'a presque frustré quand j'ai commencé à voir vraiment la vraie version du mythe, à me renseigner, c'est de me rendre compte à quel point chaque adaptation tord des choses, transforme l'histoire à tel point que la morale en est changée ou que le personnage en lui-même est complètement différent. Et j'avais envie de retourner à cette source, à cette base qui fait que l'histoire est restée. Et je pense que c'est pas seulement le fait qu'il ait fait des 12 travaux qui marquent l'esprit. Je pense que si l'histoire est restée très longtemps, c'est aussi parce qu'elle avait cette construction extrêmement originale par rapport à ce personnage, à la morale qu'il porte. C'est vraiment pas le héros comme on peut imaginer quand on voit Thésée ou Ulysse, ceux qui font toujours la bonne décision. Lui fait énormément d'erreurs. Voilà, c'est toutes ces choses-là que je voulais remontrer et finalement ne pas réadapter, ne pas tordre l'histoire pour la rendre plus sympathique ou plus moderne, juste la moderniser pour qu'on comprenne bien ce qui se passe dans la vraie, quoi. L'envie de base, c'est d'enlever aucune anecdote, de tout mettre. Et bon, bien sûr, il y a tellement de versions, il y a tellement de variations que je suis quand même obligé de faire des choix, que je suis obligé de la réinterpréter. Ce que je voulais, c'était donner une cohérence au vrai mythe. Et trouver comment toutes ces anecdotes pouvaient, avec toutes les versions qui existent, s'imbriquer pour faire un tout cohérent et sans corriger non plus des choses pour faire passer la pilule ou pour sauter une scène, quoi. Oui, complètement. Moi, je laisse tout ouvert. Bon, effectivement, les poteries grecques, c'est la base, c'est de la direction graphique générale. Je parle de trucs grecs antiques. Je veux qu'immédiatement les images fassent penser à cet univers-là. Mais par contre, au niveau découpage, style de dessin et rythme, il y a tout. Il y a tout. Il y a beaucoup de franco-belge plus dans le dessin, effectivement. C'est ce qui ressort en premier. Mais il y a énormément de manga dans le découpage, dans la façon de montrer l'action. Je m'en rends même pas compte, mais
toutes ces références reviennent. Puis les comics, les super-héros, quoi. Donc forcément, il y a une part de ça, peut-être plus dans le fond, sur le thème du héros et du super-héros qu'au niveau graphique, pour le coup. Parce que ça, le style américain, je l'ai peut-être moins incorporé dans mon dessin. Et puis l'animation aussi énormément, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup de loin et qui apporte énormément au dessin. D'apprendre des techniques d'animation, ça fait comprendre beaucoup de choses. Donc, tu as pratiqué, t'es pas passé par l'école animation? Non, j'ai touché rapidement à la chose, mais pas assez pour être vraiment animateur. Par contre, j'ai des amis qui sont partis dans cette filière et du coup, je continue à suivre et à regarder comment on fait les choses et voir tous les bouquins d'animation. C'est plus ça. Voilà, j'ai un intérêt profond pour la technique et pour le visuel, et donc du coup, forcément, ça ressurgit un peu dedans, peut-être. Je me suis presque limité là-dessus. C'est un truc qui m'intéresse profondément, tous les boulots. Marc-Antoine Mathieu, par exemple, c'est une démarche qui m'intéresse énormément. J'ai fait des études de graphisme et j'ai quand même un gros intérêt aussi pour l'art contemporain. Donc j'ai envie d'incorporer des petites idées, mais sur mon premier projet, j'avais envie quand même de me prouver à moi-même que je pouvais faire dans le cadre classique, déjà commencer à lancer ces pistes de choses pas conceptuelles mais un peu expérimentales. Et pour me cadrer, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pour l'instant privé de découpage en diagonale. Voilà. Je suis resté dans les cases rectangulaires systématiquement, ce qui du coup m'oblige à trouver d'autres solutions que éclater les cases dans tous les sens pour donner du dynamisme et trouver que des solutions dans le rectangle. Comme si j'avais le cadre de cinéma et bosser que avec ce cadre avant de m'amuser à le faire bouger dans tous les sens. Tu es resté sobre en fait encore. Presque, oui, mais heureusement parce que sinon je serais parti dans trop de directions et il y aurait plus vraiment d'unité, je pense. C'est aussi ce côté bloc qui donne une unité à l'ensemble, même si à l'intérieur des cases il y a plein d'environnements graphiques et des dessins qui sont pas toujours pareils. Au départ, je dois avouer, c'était pour aller plus vite, parce que un projet avec écriture, dessin, ancrage et couleur, ça commençait à faire trop. J'ai fait sauter une étape. J'avais déjà testé quelques petites choses comme ça, avec des techniques uniquement de la craie, du crayon, et essayer de récupérer des images avec des vrais noirs, comme avec de l'ancrage. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que ça marche mieux que si j'avais ancré. Parce que j'ai trouvé beaucoup de choses pour donner de la matière au noir et des directions dans des aplats, etc. Énormément de choses qui me permettent de donner du mouvement à des choses statiques. Au final, je pense que si un jour je fais un projet noir et blanc, je reste sans ancrage. L'envie de base, c'était de partir sur l'ambiance poterie grecque, effectivement. Donc je suis parti du orange et de faire que des gammes de couleurs autour du orange. Puis petit à petit, ça s'est affiné comme réflexion. Et déjà, moi je suis légèrement daltonien, donc très pratique pour moi de réduire un peu la palette de couleurs pour faire moins d'erreurs et pour rester souvent en accord. Et du coup, j'avais plus un travail sur les contrastes et les ambiances lumineuses que sur vraiment un travail de couleur de peintre qui m'effraie un petit peu de la gestion de toutes les gammes. Donc voilà, en réduisant, j'arrivais sur plus quelque chose sur l'ambiance. Et au final, ça m'a même donné l'idée dans les prémices du projet, quand j'ai commencé à tester, l'idée du coup d'avoir exclu complètement le bleu, ou quasiment de tous les mélanges, même les verts sont très jaunes. J'essaie de jamais aller trop vers des violets ou des turquoises, tout ça, je reste loin et du coup, le bleu devient la couleur des dieux. Et là, immédiatement, je me suis dit, voilà, ça prend sens. En plus, on a toutes ces couleurs extrêmement chaudes. Et du coup, tout d'un coup, même les ciels ne sont pas bleus. Et du coup, les dieux deviennent quelque chose de différent. Ça me permettait de rajouter un code graphique avec énormément de sens. Alors que d'habitude, j'étais effrayé de la couleur. Et là, tout d'un coup, je savais comment l'utiliser. Il y a une sorte de croisement entre tous ces personnages beaucoup plus carrés que triangulaires. Enfin, vraiment des masses. Donc bien sûr Obélix, mais ça a été plus une fois que je l'avais dessiné un peu comme ça, parce que bien sûr tout part de ce dessin, de l'avoir dessiné très très trapu.
Là, après, j'ai commencé, je pense, à y plaquer un petit peu d'Obélix dans le comportement. Mais sinon, tout ce qui est Hulk, Monsieur Indestructible, dans les Indestructibles de Pixar, tous ces personnages avec des volumes extrêmement massifs m'intéressaient aussi à dessiner. Et puis, surtout... immédiatement, ce dessin-là m'avait fait réaliser qu'il y avait autre chose à montrer sur Héraclès. Et quand j'ai relu les mythes, je me suis rendu compte que ce dessin-là était plus proche finalement de ce qu'on pouvait attendre d'un personnage qui agissait comme ça, qui agissait de but en blanc, pas un personnage très réfléchi, très parfait. Et voilà, son imperfection physique, je trouve, illustrait ça dès les premières images. Et une dernière chose, c'est que j'ai beaucoup de mal à imaginer que quelqu'un qui naît en étant une force de la nature est un bébé tout musclé. Non, moi je vois un bébé déjà qui fait 7 kilos à la naissance et qui du coup sera toujours massif quoi qu'il arrive. Et c'est ça, c'est un bloc. Je repartais sur quelque chose de très académique du côté de l'adaptation, c'est-à-dire retrouver la source du mythe. J'avais par contre une grande peur, c'était que ça devienne trop historique, trop figé. Et du coup de ramener ce langage, je pense que immédiatement les gens n'avaient plus peur de plonger dedans aussi. C'est peut-être ça qui des fois rebute des gens à relire les mythes anciens, c'est que souvent c'est écrit en texte un peu pompeux ou en tout cas très alambiqué, qui fait qu'on lâche un petit peu assez vite. Et puis il y a plein de noms, il y a plein de tournures, chacun est le fils de Dieu, de machin truc. J'avais envie de tout simplifier et du coup aussi de simplifier au maximum les dialogues. Et l'air de rien, si on essaye de faire bien s'exprimer les personnages, ça prend beaucoup de place. Et là, je voulais que ce soit majoritairement silencieux, qu'on sente beaucoup plus une ambiance et qu'on réfléchisse à la place des personnages plutôt qu'ils fassent des longues tirades pour expliquer tout ce qui leur arrive. Voilà, je voulais limite avoir un minimum recours au texte. Et surtout pas d'encart explicatif 3 mois plus tard, après le beau printemps, etc. Ça, je faisais sauter aussi. Je voulais qu'on ait l'impression d'y être. À la base, c'était prévu en 2 tomes, mais très vite, je me suis dit le 2e tome sera plus gros. Voilà, j'avais les 8 premiers travaux dans le 1er tome, je voulais finir les travaux et raconter tout ce qui se passe après, jusqu'à la fin, que je ne vais pas raconter. Et en fait, plus l'écriture avançait, plus ma documentation avançait, plus je trouvais de petites histoires, de petites choses, et notamment énormément d'anecdotes presque dures à trouver sur ce qui se passe après les 12 travaux. Et c'est finalement, pour moi, quand j'ai redécouvert, la partie la plus riche et la plus étonnante, la plus inattendue, parce que là, pour le coup, personne n'y connaît rien. À la limite, certains savent comment ça se finit, mais très peu de gens savent ce qui s'est passé entre les deux. Et c'est fascinant, c'est vraiment, je trouve... hyper inattendu, hyper surprenant. Donc du coup, ça grandissait, on allait arriver sur un 2e tome de plus de 250 pages, en serrant énormément le scénario, en limite en enlevant des choses que je trouvais intéressantes, que j'allais devoir en tout cas juste suggérer au lieu de montrer. Ça me frustrait, et en parlant avec mes éditeurs, on s'est dit au final, quitte à être à 250, poussons, rajoutons les 50 pages qu'il faut pour vraiment bien raconter la fin. Et ça a très vite pris sens par rapport à même déjà tout ce que j'avais écrit, l'endroit où couper, sur quoi partir. Donc voilà, le 3e, moi au final, c'est presque celui qui m'a fait partir dans cette histoire. Et je pensais qu'il allait être jumelé avec ce qui est déjà là dans le tome 2, mais au final non, ce sera une dernière partie, mais qui aura sa propre entité, je pense, vraiment qui sera un peu à part. Les 2 plus faciles à écrire, en tout cas à faire parler, c'est Héraclès et Linos. Je pense en fait que leurs 2 tempéraments mélangés représentent ce que je pense de cette histoire. Plus j'avance, plus je me rends compte que c'est ça. Que d'un côté je fais vivre Héraclès, je le fais réagir tel que j'ai l'impression qu'il réagirait, mais du coup je pense que j'y mets énormément de moi-même là-dedans. Et Linos est mon contrepoint pour finalement réagir sur ce qui me choquerait dans 6 mois, j'agissais comme ça. Donc je pense que voilà, entre les 2, il doit y avoir moi. Donc c'est un mélange et puis de toute façon Linos a l'air d'être en Héraclès. Donc.